Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Notre sujet ce soir, attentifs ensemble. Et nous, qu'aurions-nous fait à leur place, à celle de Stone Spencer, d'Alec Skarlatos ou encore d'Anthony Sadler, ces trois jeunes Américains propulsés à la une de tous les journaux pour avoir réussi à neutraliser un terroriste dans le Thalys le 21 août dernier. Difficile de ne pas se poser la question, mais difficile d'y répondre. L'héroïsme, s'il s'agit bien de cela, n'est pas quelque chose qui se décrète à l'avance. Leur acte, à eux et à quelques autres, semble en tout cas avoir agi comme un révélateur pour la société française. La lutte contre le terrorisme ne serait pas seulement l'affaire de la police ou de l'armée, mais bien de l'ensemble de la communauté nationale, un devoir de citoyen. Le député Alain Marceau, un ancien magistrat de la lutte antiterroriste, va même jusqu'à suggérer une levée en masse de la patrie. Alors on le sait, l'État ne peut pas tout. Au fil du temps, c'est devenu une évidence dans le domaine de l'économie. Et si le constat devait s'étendre aujourd'hui au maintien de la sécurité dans ce contexte de menace terroriste, sommes-nous capables, sommes-nous formés, sommes-nous disposés à contribuer à cette lutte ? Attentifs ensemble, c'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, je reçois 4 invités ce soir. Sophie Baudy-Gendreau, bonsoir. Vous êtes professeure émérite à l'université Paris-Sorbonne, chercheuse rattachée au CESDIP, le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Parmi vos nombreuses publications, on vous doit notamment La peur détruira-t-elle la ville aux éditions Bourrin en 2008, La société américaine après le 11 septembre, puisque vous êtes américaniste, c'était aux presses de Sciences Po en 2002. Et puis je vois que vous êtes venu avec un autre ouvrage, Les villes, la fin de la violence, aux presses de Sciences Po. Ça date de quand, vous en souvenez ? Ça date juste avant l'autre, en 2001. Beaucoup d'ouvrages donc voilà à lire de votre part. Notre deuxième invité se trouve en duplex des studios de France Bleu à Caen. Il s'agit de Nathalie Goulet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne. Vous présidez la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes. Amel Guiton, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à Libération. Vous avez reçu pour parler il y a quelques mois de cela des hackers, puisque c'était un sujet auquel vous aviez consacré un ouvrage au Diable Vauvert. C'était en 2013. Hackers au cœur de la résistance numérique. Vous vous intéressé justement à ces questions de surveillance, en particulier sur Internet. Et puis Nicolas Comte, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général adjoint et porte-parole du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Puisque vous êtes le seul garçon invité ce soir, je vais vous poser à vous la première question. C'est pas la première fois, bien entendu, que la France connaît une vague d'attentats, une menace terroriste. Il y avait eu notamment, pour remonter à simplement quelques années, dans les années 90, avec le GIA. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, alors vous en tant que policier, qu'il y a une forme de prise de conscience collective de la société française, enfin en tout cas une prise de conscience qui n'existait pas auparavant par rapport à la menace? Je ne crois pas qu'il y ait une prise de conscience qui n'existait pas auparavant lors de périodes où il y avait des actes terroristes. Alors j'étais pas dans la police à l'époque, mais je connais un petit peu l'histoire. Dans les années 80, 86, 88, il y a eu une vague d'attentats également en France, avec à un moment donné quasiment un attentat par jour. Et il y a des attentats qui ont été déjoués à l'époque, parce qu'il y a des gens qui ont été vigilants. Il y en a même qui ont perdu la vie en écartant des sacs dans lesquels il y avait des bombes. Je crois que ça avait été le cas notamment à Paris, dans le 8e arrondissement. Donc il y a une prise de conscience à chaque fois qu'il y a des vagues d'attentats, parce que quand il y a des vagues d'attentats sur le territoire national, quand il y en a plusieurs qui se suivent, évidemment tout le monde peut se sentir concerné, et à partir de là il y a cette prise de conscience qui n'a pas de raison d'exister le reste du temps quand finalement la menace n'est pas présente. Sauf que la différence aujourd'hui, c'est peut-être qu'on nous ne présente pas cette vague d'attentats justement comme une vague, mais comme quelque chose qui va durer. Je reprends simplement les propos par exemple de Manuel Valls. C'était en janvier, quelques jours après les attaques à Charlie Hebdo et puis à l'hypercachère de Vincennes. Il était devant des élèves du lycée agricole de Brie-Comte-Robert. Il leur disait: votre génération doit s'habituer à vivre avec ce danger, et ce pendant un certain nombre d'années. Est-ce que finalement c'est ça le principal changement, et est-ce que ce sont là les conséquences qu'il faut étudier sur la société française, Nathalie Goulet?
Écoutez, sur la société, je sais pas. Sur les parlementaires, ça nous pose évidemment beaucoup de questions parce qu'on a voté quand même 15 lois antiterroristes en moins de 20 ans. Donc la législation ne peut pas tout. Donc on sait bien qu'il y a des problèmes qui sont des problèmes sociétaux qu'il va falloir régler aussi. Et puis on parle beaucoup de répression et pas assez de prévention, à mon avis. Puis il y a des problèmes vraiment très très profonds dans la société française. Et puis la rupture complète du lien citoyen qui, à mon avis, conduit aussi à cette situation. Donc, mais sur le fait de dire qu'il faut s'habituer pendant de nombreuses années à vivre avec cette menace. Mais la menace est constante. Vous voyez bien que l'État islamique progresse et vous voyez bien que la menace est constante. Alors, évidemment, parfois, il y a des accros, parfois il y a des attentats. Ils sont en France ou ils sont en Tunisie ou ils sont dans un train. Mais la menace est la même et elle perdure. Donc, je pense que oui, il faut s'habituer à vivre avec cette menace. Sophie Beaudet-Gendreau, sur les premiers éléments de réflexion qu'on vient d'avoir. En fait, il m'a toujours semblé qu'il y avait une résistance de la part des institutions à laisser les citoyens s'impliquer eux-mêmes dans les affaires de la cité. La tension entre démocratie représentative et démocratie participative. Et je me souviens quand il y avait eu une consultation qui avait été faite sur la rénovation des halles, quand on devait refaire le jardin, etc. J'avais été très frappée du fait que dans le mandat qu'on avait donné aux architectes, on ne leur avait pas demandé de prendre en compte une évacuation très rapide du métro des Halles en cas d'attentat. J'en avais parlé avec Rem Koolhaas, il m'avait dit oui, c'est aberrant, on nous a rien demandé. Or, il y a quand même 120 000 personnes qui sortent aux Halles. Alors, j'en avais parlé au maire du premier et il m'avait dit venez donc, on a un débat là-dessus. Et j'avais dit ça, on n'a pas choisi le projet qui permettait de sortir immédiatement du métro. Et quand j'ai dit ça, il m'a dit mais vous voulez créer une psychose. Et je lui ai dit non, mais il vaut mieux être un citoyen informé que de s'en remettre toujours à l'État pour sa protection. C'est intéressant ce parallèle que vous faites justement alors, entre le démocratie représentative, démocratie un peu plus participative. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un peu de démocratie participative, y compris dans la lutte contre le terrorisme, que les citoyens soient informés et soient peut-être aussi un peu décisionnaires. Mais j'en suis convaincue. J'ai 20 ans de Sorbonne, jamais j'ai eu la moindre exercice d'évacuation dès que je suis à New York University, tous les mois. Et on fait ça les mains dans les poches en sifflotant. On est complètement aguerris. Si quelque chose se passe dans le métro, je ne sais pas quelle est la meilleure sortie, parce qu'on n'a pas d'exercice d'entraînement. Et je pense qu'il vaut mieux être informé que de s'en remettre toujours à un hypothétique soutien extérieur. Amaëlle Guiton, alors vous êtes là ce soir un peu à la fois comme une forme de conscience citoyenne, d'une citoyenne qui est très présente notamment sur le numérique. Alors c'est vrai que le numérique c'est aussi un poste d'observation qui est intéressant parce qu'on ne voit pas seulement ce qui se passe dans sa société, dans sa communauté nationale, mais un peu ce qui se passe dans le monde. Là aussi, quelle est votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit ? Est-ce que déjà vous vous dites voilà, on manque aussi peut-être d'informations et d'implication dans ce qui deviendrait aujourd'hui une forme de devoir citoyen qui serait de participer à la lutte contre le terrorisme. C'est une question qui est très compliquée parce que qu'il puisse y avoir dans certains cas, et ça a été le cas dans le Thalys, mais on aimerait par exemple que ça soit le cas dans le métro quand une jeune femme se fait agresser verbalement ou physiquement. Enfin, il y a régulièrement des témoignages de jeunes femmes qui disent en gros ça s'est fait sous les yeux de plein de gens qui n'ont pas réagi. Qu'il puisse y avoir des réactions collectives de protection les uns des autres, oui, ça évidemment on ne peut que s'en féliciter. Moi quand j'entends parler de vigilance citoyenne, je suis toujours assez dubitative parce que qu'est-ce qu'on demande exactement quand on a par exemple un secrétaire d'État au transport qui disait tout récemment qu'il préférait discriminer pour être plus efficace. Quand on appelle à la vigilance citoyenne, qu'est-ce qu'on demande exactement ? Est-ce qu'on risque pas d'avoir pas seulement de la psychose, mais y compris effectivement des dénonciations sur du délit de faciès par exemple. Il disait précisément Alain Vidalis, moi je préfère qu'on discrimine effectivement pour être efficace plutôt que de rester spectateur. C'est-à-dire soit on reste spectateur, soit on discrimine. Voilà. Bon. Oui, mais comment dire, poser le choix dans ces termes-là, c'est déjà extrêmement piégeux. Enfin, est-ce que ça veut dire qu'on va regarder bizarrement certaines personnes à cause de leur habillement ou de la taille de leur barbe, enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même un vrai danger aussi à entretenir cette idée que il faudrait, dès qu'on a le moindre soupçon, éventuellement aller dénoncer. Enfin, c'est pour ça que c'est un terrain qui me paraît assez complexe à articuler, y compris d'ailleurs
d'ailleurs parce que sur Internet, pour le coup, il y a eu quelques exemples. Moi, je me souviens bien, notamment après les attentats de Boston, il y avait eu des enquêtes entre guillemets sauvages, c'est-à-dire d'internautes qui allaient sur des forums et puis qui analysaient les images, etc. et qui avaient sorti 2 noms de gens qui n'avaient effectivement rien à voir avec l'attentat en question. Voilà, c'est ce type de danger aussi auquel on est confronté. Donc entre la réaction collective, la protection collective et une vigilance citoyenne qui peut aller jusqu'à s'espionner les uns les autres en permanence, il va falloir faire extrêmement attention, me semble-t-il. C'est vrai qu'on ne sait pas très bien ce qu'on attend de nous en tant que citoyens, Nathalie Goulet et Nicolas Conte. Nathalie Goulet, tout d'abord. Ah oui, je piaffe un peu, parce que si vous voulez, on a mis en place, le ministre de l'Intérieur, qui est très mobilisé, a mis en place en avril 2014 un numéro vert qui est le 0800 005 696, qui est un numéro de signalement. Alors la différence avec la délation, c'est que vous avez à l'autre bout du téléphone des gens qui sont formés et qui peuvent apprécier ces signalements, qui viennent notamment des familles totalement désemparées qui voient leurs enfants se radicaliser. Donc je pense qu'il faut faire une différence entre ce dont on parle, qui serait de la délation ou de la diffamation, ou simplement une espèce de justice parallèle qui serait inacceptable dans la République, et puis un signalement. Parce que on ne peut pas totalement écarter ce risque non plus. Mais si, vous l'écartez à partir du moment où vous avez des professionnels formés à l'autre bout du téléphone qui sont capables de juger de la validité de votre signalement. Si vous voulez, c'est là, à mon sens, qu'il y a la différence. C'est-à-dire que vous avez des professionnels formés à la radicalisation et qui peuvent se rendre compte à la fois de la qualité de la personne qui passe l'appel et à la fois la personne qui en est l'objet. Et ça, je pense que ça fait quand même la différence. Bon, ça, c'est les numéros verts par rapport à la radicalisation, mais il y a aussi ce numéro vert, par exemple, qui est mis en place dans les trains. Alors on appelle, je crois, c'est une idiotie. Le 110, je crois que c'est le 117. Pardonnez-moi si c'est pas exactement ce numéro-là, mais alors Nicolas Conte, moi voilà, je suis dans un train. Qu'est-ce que je fais ? À partir de quel moment l'appel que je vais passer ou le signalement que je vais passer va être considéré comme pertinent ? Est-ce que je dois m'en remettre exclusivement, comme vient de le dire Nathalie Goulet, au professionnalisme de ceux qui seront à l'écoute ? Est-ce que ça ne va pas aussi prendre énormément de temps par rapport justement à mes interlocuteurs, leur faire perdre du temps ? Qu'est-ce que vous attendez, vous, finalement, des citoyens dans la lutte contre le terrorisme ? Le citoyen, il doit être mobilisé. Alors, quand on parle de vigilance ensemble, c'est une bonne chose. Moi, je crois que c'est utile et nécessaire, la vigilance ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait faire n'importe quoi à n'importe qui. On est dans un État démocratique. Mais ça veut dire que simplement, il faut que les gens soient conscients de ce risque terroriste. Et à partir du moment où ils sont conscients de ce risque terroriste, ça veut simplement dire inciter chacun à ouvrir l'œil pour effectivement détecter éventuellement des comportements qui peuvent sembler anormaux. Ensuite, c'est le travail des services de sécurité de procéder à des vérifications pour voir s'il y a une réalité et un danger derrière ce comportement. Je crois qu'il y a eu une intervention dans une église hier à Paris parce qu'il y avait une personne qui me semblait finalement pas à jouir de toutes ses facultés et qui émettait un certain nombre de menaces. Eh bien, la police est arrivée, l'a interpellé. Bon, visiblement, il n'y avait pas de risque. Mais si on reprend l'exemple du Thalys, c'est bien quelqu'un qui s'enferme avec un gros sac dans des toilettes pendant un long moment. En période actuelle, ça peut nécessiter peut-être un contrôle. Ça ne veut pas dire que c'est un terroriste, ça veut dire que ça peut nécessiter peut-être un contrôle. Maintenant, sur l'histoire du numéro de téléphone à la SNCF, là, clairement, on est dans les effets d'annonce que chaque gouvernement semble devoir faire au lendemain d'un attentat. Et le problème aujourd'hui, c'est pas de savoir ce qu'on doit annoncer au lendemain d'un attentat ou d'un attentat qui a échoué pour savoir comment on devrait protéger la dernière cible, mais le problème, c'est de savoir ce qu'on doit faire pour essayer d'éviter au maximum qu'il y ait d'autres attentats. Et je crois simplement qu'il ne s'agit pas d'organiser des milices et il ne s'agit pas qu'il y ait des gens qui mènent leurs propres investigations, comme ça a été le cas dans l'attentat de Boston, ce qui était rappelé. Mais ça n'est jamais utile, par exemple, pour des services de police, d'avoir une contribution comme ça. Alors là, c'est des cyber-enquêteurs. Pas des enquêtes. Ce qui est utile pour les services de police, c'est des témoignages. Et c'est vrai qu'on est dans un pays qui a une histoire particulière. Et quand on parle de signalement, de délation, etc., ça ramène en général à la Seconde Guerre mondiale et aux délations qui ont eu lieu à ce moment-là. Par contre, quand on parle de signalement pour des femmes battues ou pour des enfants victimes de pédophilie, tout le monde est d'accord. Donc je crois qu'à un moment donné, s'il y a un risque terroriste important, on doit faire appel non pas à la délation,
mais à l'esprit civique de tout à chacun. On vit en société, et je crois qu'effectivement, il faut qu'on puisse contribuer à la protection des uns et des autres, et il est utile d'avoir des gens et d'avoir des citoyens qui soient vigilants par rapport à la menace qui pèse sur nous. Sophie Baudy-Gendreau, on a une histoire en France qui fait qu'on est extrêmement prudent par rapport aux questions de vigilance parce que justement, avec la peur que ça aille vers la délation, ça nous protège de la délation ou au contraire, cette histoire témoigne qu'on peut très vite y tomber? Non, mais c'est très intéressant que vous utilisiez le mot délation. On sait très bien que c'est pas innocent, que si on dit délation, excusez-moi, si on dit délation, ça veut dire qu'on fait référence à la Seconde Guerre mondiale. Mais dans d'autres pays, on utiliserait simplement signalement, dénonciation. Et dans d'autres pays, je pense en particulier à la Scandinavie, le citoyen vertueux est celui qui, justement, va vérifier qu'il n'y a pas des sacs bizarres sous son siège. Et s'il en voit, va le dire. Quand vous êtes dans le métro de Londres, vous avez en très grosse lettre, si vous voyez quelque chose de suspect, appelez Monsieur Machin, qui est le chef de la station. Oui, bah, nous, dans le métro, on a les messages attentifs ensemble. Mais vous savez que pendant très longtemps, il n'y avait rien. Il n'y a que quelques années seulement. Moi, je me souviens avoir fait cette observation avec la RATP. Donc, en fait, on ne dirait pas délation, on dirait j'ai vu quelque chose de suspect et c'était mon devoir de le signaler. Et vous êtes vertueux si vous prenez en charge, vous prenez la responsabilité de défendre le lieu où vous êtes avec les autres. Cette responsabilité, cette vertu-là, est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi une question d'ordre culturel? C'est-à-dire complètement. L'Américain, depuis son plus jeune âge, on lui inculque qu'il doit il doit se prendre en charge, lui et les siens plus tard, et il doit être capable justement de faire face. Il n'attend rien de l'État. Vous savez qu'il n'y a que 16% des Américains qui disent que c'est à l'État d'intervenir. Donc ils sont responsables. Par ailleurs, et donc il y a cette méfiance de l'État. Et ces jeunes gens qu'on est en train de célébrer, ils se sont fait confiance, ils se sont pris en charge, ils ont pris en charge les personnes du train, mais depuis leur plus jeune âge, ils ont été éduqués à le faire. Il faut dire aussi que, ils avaient été à l'armée, ils étaient physiquement entraînés. Mais c'est aussi une question de culture. On peut faire une différence, par exemple, entre les États du sud des États-Unis et le nord, plus intellectuel, plus cérébral dans certains États. Quand Putman, qui est prof à Harvard, s'est étonné qu'on aille jouer au bowling tout seul maintenant, en déplorant la disparition de la culture civique américaine, il a fait une enquête dans le Sud et 50% de ces interviewés ont dit que s'il y avait un conflit, ils le résoudraient avec leurs poings. Alors que nous, depuis l'âge de 2 ans, on nous dit que l'agilité verbale est la manière de se sortir d'un conflit. Donc, est-ce que vous iriez jusqu'à dire, Sophie Baudy-Gendreau, que si on veut avoir des gens qui soient capables d'actes héroïques individuels, il faudrait être dans une société beaucoup plus individualiste? Non, absolument pas. Je pense que ce n'est pas transposable, qu'il n'y a pas un pays qui irait mieux. C'est simplement différent et on observe les différences. Amel Guiton. Alors effectivement, c'est assez différent et comme vous le dites, il y a un tropisme libertarien plus fort aux États-Unis, mais enfin, ça a aussi des conséquences qui sont pas minces. Le fait, par exemple, que chacun puisse être armé aux États-Unis, c'est quand même pas rien. Le fait il y avait eu un documentaire sur Arte il y a quelques mois qui montrait des banlieues résidentielles américaines avec des réseaux de caméras de surveillance dans les jardins de tout le monde où chacun pouvait se connecter. Et on est là clairement dans l'espionnage de tous par tous. C'est ça aussi. Donc à quel moment aussi on met les étayages pour que la solidarité collective ne devienne pas l'espionnage collectif de tous par chacun? Mais vous savez qu'avec les États-Unis, on peut dire une chose et son contraire. Ces exemples existent, mais les contre-exemples aussi. Quand, après le 11 septembre, le ministre de la Justice, très proche de Bush, dit « Allez dénoncer dans vos rues tout ce qui vous semble suspect », il y a une résistance massive dans les États du Nord-Est. En aucun cas, ils ne vont contribuer et répondre à cet appel. Donc, ne pas généraliser surtout. Nathalie Goulet, je le disais en présentation de l'émission, vous avez présidé la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes. J'imagine que vous vous êtes aussi intéressé un petit peu à la façon dont ça se passe dans d'autres pays et dont justement la population prend en charge, évidemment pas au même niveau que peuvent le faire les militaires ou les policiers, mais la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme d'acculturation nécessaire des citoyens français dans ce domaine ?
Oh mais oui, mais enfin moi j'ai été reçu avec mes collègues par Paul Brennan au siège de la CIA. Je veux dire, je me suis retrouvé dans Homeland. Bon, donc on a vu aussi le FBI. Ça c'est clair que la culture américaine, mais c'est aussi une culture de l'université, des associations, du travail sportif, ne serait-ce que le rôle que joue le sport dans l'éducation, le collectif, etc. Donc vous pouvez pas du tout comparer. Moi je crois que les Français ont pris la mesure du danger, parce qu'on la voit quand même tous les jours à la télévision, que ce soit en France ou à l'étranger, et autour de nous, et on sent quand même que les taux se resserrent un peu. Je pense qu'il y a cette culture, et je voulais quand même revenir sur l'histoire du signalement. Encore une fois, je veux dire, on est dans une histoire douloureuse, mais quand Guillaume Pépi nous annonce que le numéro des incivilités va servir aussi à dénoncer des signalements, je suis très très hostile. Il faut absolument éviter la dispersion de l'information et du renseignement qui est au cœur de la lutte contre le terrorisme. C'est le renseignement qui est au cœur de la lutte contre le terrorisme. Et si vous éparpillez le renseignement, vous lui faites perdre du temps. Vous faites perdre du temps à nos services de police et de gendarmerie, à nos services de sécurité, nos services de renseignement qui sont des gens exceptionnellement dévoués, exceptionnellement compétents et dont tout le monde doit reconnaître qu'ils risquent leur vie tous les jours pour notre sécurité. Et donc, il faut concentrer le renseignement à l'UCLAT, à l'unité centrale de lutte antiterroriste, et non pas le disperser. Donc oui, pour répondre à votre question, il faut s'habituer à cette menace et il faut cette culture, notamment cette formation qui peut commencer à l'école, parce que je parlais de lien citoyen tout à l'heure, vous n'êtes pas revenu sur le sujet, mais c'est quand même très important parce que ce lien citoyen existe, par exemple aux États-Unis. Les enfants connaissent leur hymne national très tôt, ils respectent leur drapeau, et d'où qu'ils viennent, ils constituent la nation américaine, et ça, ce lien citoyen-là, nous, on l'a un peu perdu. Voilà, du grain à moudre sur France Culture, il est 18h42 ce soir. Nous posons la question pour cette émission de rentrée, attentifs ensemble. On n'entend peut-être pas très bien le point d'interrogation. Nous le faisons avec Amaël Guiton, Sophie Baudy, Jean Draud, Nathalie Goulet et Nicolas Comte. Alors ça tombait bien, parce que justement, Nathalie Goulet, que vous évoquiez les problèmes, en tout cas la question de l'éducation. L'éducation, est-ce que ça pourrait aussi, par exemple, Nicolas Comte, moi je me souviens alors quand j'étais par exemple en primaire, il y avait, alors je ne sais plus si c'était des policiers ou des gendarmes d'ailleurs, qui venaient nous faire un petit peu de prévention routière et puis de nous alerter sur certains risques, alors l'alcool, la toxicomanie. Mais est-ce que, puisqu'on parle aussi un petit peu de culture du risque et de culture de la lutte contre le terrorisme, si on part du principe que c'est une lutte qui va durer pendant encore des années, est-ce qu'il faudrait aussi, pourquoi pas, avoir des cours de, je sais pas moi, quels sont les gestes qui sauvent, qu'est-ce qu'il faut faire quand on se retrouve dans une situation de danger? Est-ce que ça, c'est envisageable à votre avis au sein de l'école française? Alors ça, au sein de l'école française, est-ce que c'est je rappelle que vous êtes le représentant d'un syndicat de policiers. Voilà, je connais mal l'école française. Je suis pas persuadé que ce soit envisageable. Ça a souvent été compliqué d'ailleurs, quelquefois d'intervenir, pas toujours, mais quelquefois ça a été compliqué d'intervenir en milieu scolaire. Par contre, moi je suis très favorable à ce qu'on puisse de manière générale rapprocher le policier du citoyen, et je crois qu'on peut le faire effectivement dans tous les domaines. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de mélanger les genres, mais je crois que plus il y a de contact et de confiance entre le citoyen et le policier, plus on aura ces échanges d'informations et ces remontées d'informations qui sont utiles. Je suis rentré dans la police il y a un peu plus de 20 ans et on a connu des époques où il y avait ce qu'on appelait de l'îlotage, ou on appelait ça police de proximité, on peut l'appeler ça du nom qu'on veut. Ça existe encore à nouveau aujourd'hui dans certains quartiers, mais je crois que chaque fois qu'il y a des policiers qui sont implantés sur un secteur, ils se mettent à connaître la population, et c'est comme ça qu'il y a des liens de confiance qui se développent, et c'est comme ça qu'effectivement on peut être aussi attentif ensemble, tout simplement parce qu'il y a des citoyens qui connaissent le travail de la police, qui connaissent des policiers, et qu'il y a des échanges qui se font naturellement. Je me disais que ça pouvait aussi peut-être passer par des campagnes d'information publique, comme il y en a par exemple pour la prévention routière. Sophie Baudy-Gendreau, est-ce que là aussi on est trop éloigné, trop réticent par rapport à ce genre de choses qui, alors j'ai vu après par exemple les attentats de 2003 qui avaient touché de nombreux ressortissants australiens, il y avait eu par exemple des campagnes à la télévision d'information et d'alerte des citoyens. Pourquoi est-ce qu'on voit pas ça en France ? Mais parce que, moi je me souviens d'une enquête qu'avait fait, je ne sais pas si c'était le maire de Paris ou des maires de banlieue, je suis désolée, mais j'ai un
un chat dans la gorge, pour dire, voilà, si vous avez, c'était après des attentats, justement, si vous êtes face à, qui devrait intervenir face aux attentats? Et alors, en gros, bien sûr, en majorité, il y avait la police, etc. Et il y avait 1% seulement de réponse pour les citoyens. Et quand on avait approfondi cette question, la réponse était « je paye des impôts et ça va comme ça ». C'est-à-dire qu'il y a une idée aussi de déléguer quelque chose qui est difficile à des professionnels et peut-être se dire qu'on ferait mal si on s'appliquait. Alors mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on appelle justement, les citoyens à la vigilance, c'est pas aussi une façon peut-être détournée? Alors peut-être que je vois trop les mauvaises choses, mais est-ce que c'est pas aussi une façon déguisée de faire accepter aux citoyens le fait qu'il y ait une forme, alors si ce n'est de privatisation, mais en tout cas de désengagement des pouvoirs publics sur également les questions de sécurité, en disant finalement la sécurité, votre propre sécurité, elle vous appartient à vous. Écoutez, si j'ai 5 minutes, 3 minutes même, je voudrais vous dire ce que Jack Straw, qui était donc le ministre qui travaillait avec Tony Blair, disait à ce propos. Il dit, nous devons cesser de faire confiance au nous. Désormais, c'est à la communauté, alors au sein de quartier, à se prendre en charge, parce que plus nous serons nombreux, plus nous pourrons faire face aux menaces. Ça va nous coûter moins cher à nous aussi, mais vous, les associations et les citoyens, vous prendre aussi en charge. Et c'était dit très explicitement, ça. Donc, il y a aussi cette méfiance des citoyens français qui se disent qu'ils payent des impôts, qu'ils n'ont peut-être pas envie de faire le boulot de l'État. Attentifs ensemble, c'est aussi une façon de valider une forme de désengagement de l'État, Nathalie Goulet? Ah non, ça je peux pas laisser passer ça. Je veux dire, l'État est extrêmement engagé. On a dépensé plus que 100 millions les polices d'euros municipales, quand même, elles fleurissent. Les sociétés de sécurité privées, elles fleurissent aussi. Oui, mais c'est pas une raison. Oui, non, mais c'est pas parce que les sociétés fleurissent, c'est parce que les polices municipales fleurissent, c'est parce que le budget est comme il est. On a sanctuarisé le budget de l'armée. On a dépensé 900 millions d'euros depuis Charlie. On essaye, le gouvernement est mobilisé, le Parlement aussi, mais il n'est pas question d'une justice et d'une police parallèle, même si il y a des désengagements de l'État dus à l'état calamiteux de nos finances publiques, mais si vous ça c'est la sénatrice UDI qui parle. Mais non, mais c'est n'importe qui aurait dit la même chose. Je suis en plus chargée des questions de terrorisme comme secrétaire national à l'UDI, mais je suis pas une femme de parti, je suis une femme libre, et je peux vous dire que nos finances publiques sont dans un état calamiteux. Ceci étant, de là à déléguer le pouvoir de police aux individus, il y a quand même de la marge, parce qu'après vous passez à la justice privée, et là ça devient n'importe quoi. Et ça les démocrates et les républicains peuvent pas accepter ce genre de raisonnement-là. Enfin, je ne crois pas. Moi, je l'accepte pas en tous les cas. Amel Guiton. Il y a effectivement aux États-Unis une tradition de la privatisation de la sécurité qui est beaucoup plus forte qu'en France, mais ça arrive effectivement en France. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que on a tous ce discours sur la vigilance citoyenne, alors même qu'on a très bien vu dans les cas récents d'attentats qui sont allés, hélas, à leur terme, ou ceux qui ont été déjoués, que dans la totalité des cas, finalement, ceux qui sont passés à l'acte ou qui ont failli passer à l'acte avaient été à un moment ou à un autre repérés d'ailleurs par les services de renseignement. Et je trouve ça quand même assez frappant, parce qu'il y a eu une tribune récente d'Yves Trottignon, qui est un ancien agent de la DGSE dans Le Monde, qui est très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il dit que il y a un problème effectivement d'analyse de l'information. Il peut y avoir un problème d'échange d'informations entre les services. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, on pourrait probablement en parler à une autre occasion, mais auquel la loi sur le renseignement n'a absolument pas répondu. Mais c'est quand même aussi ça qu'il faudrait interroger. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demande aux citoyens aujourd'hui, alors qu'il y aurait peut-être aussi des réponses à chercher dans l'organisation des services de renseignement eux-mêmes, dans le travail de la police ou de la justice aujourd'hui. Enfin, il dit aussi d'ailleurs dans cette tribune, Yves Trottignon, que la menace terroriste aujourd'hui est telle, c'est-à-dire le nombre d'individus potentiellement dangereux est beaucoup plus important que lors des précédentes phases, que ce sont des gens qui sont à l'intérieur du territoire, qui sont pour un certain nombre d'entre eux de nationalité française, et que la menace va durer, ce qui fait que de toute manière, les services de renseignement sont incapables de prévenir tous les actes terroristes, et que ça justifie le fait que chaque citoyen, justement, prenne en charge une partie
de la sécurité collective. Alors moi, je ne l'ai pas exactement lu comme ça. Pour le coup, Hervé Gardat, il dit chaque citoyen doit prendre sa part de la menace, c'est-à-dire s'habituer à la menace. Ce qui est quand même assez différent. On va le mettre en lien, comme ça chacun pourra lire cette tribune. Sophie Baudy-Gendreau et Nicolas Comte. En fait, c'est Tocqueville qui disait que la démocratie, c'était pas seulement une forme de régime, c'était aussi une forme de participation à la société. Il avait repéré que la démocratie en Amérique, c'était une société de joiners, de gens qui s'unissent pour participer ensemble et faire mieux les choses. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait éviter, c'est de dire un ou ça. C'est pas les institutions, la police ou les citoyens. C'est les citoyens qui vont aider les institutions à mieux faire. Les citoyens avertis, aguerris, entraînés, qui vont aider. Et dans tout ce que j'ai vu sur la police américaine, là où ça marche le mieux, c'est quand c'est l'initiative par des citoyens et les professionnels que sont les policiers les accompagnent pour que les résultats soient meilleurs. C'est comme ça que je vois les choses. Nicolas Comte. Je crois que ce qui a changé, effectivement, c'est l'ampleur de la menace et le nombre d'ennemis potentiels ou de terroristes potentiels qui peuvent passer à l'acte, et qu'on n'a pas une société. Alors, la sénatrice UDI rappelait tout à l'heure les problèmes de finances publiques, mais on n'est pas dimensionné en termes de forces de sécurité intérieure pour pouvoir faire face à 100% à cette menace. Tous les policiers qui travaillent dans le domaine du renseignement sont unanimes sur un point. Il y a de plus en plus de gens à surveiller, puisqu'à chaque fois que vous découvrez quelqu'un, mais il faut vérifier les connexions qu'il peut avoir avec d'autres. Et c'est pour ça qu'il faudra de toute façon, probablement, dans les années qui viennent, qu'on fonctionne différemment. Alors, certains proposent d'ailleurs, par exemple, s'agissant des policiers, puisque ce soir aussi on s'interroge sur la vigilance, mais aussi notre façon de réagir face à un danger imminent. Et donc certains proposent que les policiers soient en mesure de garder leurs armes 24 heures sur 24, ce qui augmenterait de manière mathématique le nombre de personnes sur le territoire français en mesure d'intervenir s'il y a un danger. Vous y êtes favorable, vous, par exemple, dans votre syndicat ? C'est notamment ce qu'on a demandé au ministre de l'Intérieur. En tout cas, on lui a demandé d'ouvrir la réflexion sur le sujet. Nous demandons une formation accrue pour nos collègues en matière notamment de tir et d'armement. Et puis d'autre part, on demande à ce que soient revues les règles du port de l'arme hors service. Le port de l'arme hors service existe aujourd'hui, mais il est limité dans le temps et dans l'espace. En gros, vous pouvez avoir votre arme de service avec vous pendant vos 2 jours de repos correspondant à un cycle, et dans le ressort territorial de votre affectation, ce qui correspond en général, pour là où il y a la plus grande part des policiers, à la ville sur laquelle vous exercez. C'est l'Île-de-France pour l'ensemble de mes collègues qui travaillent en Île-de-France. Mais concrètement, un policier qui travaille à la protection des transports en commun, qui va faire ça toute la journée, le soir, s'il rentre chez lui, qu'il habite, je sais pas, moi, à Versailles, et qu'il prend le train pour aller à Versailles, il peut avoir son arme de service. S'il décide de prendre le TGV pour descendre voir ses parents à Marseille, il peut pas l'avoir. Donc on pense qu'il y a une réflexion à mener là-dessus. Maintenant, il ne s'agit pas pour nous de dire que tous mes collègues doivent être armés en permanence, partout. Enfin voilà, on sort d'une période de congé, je les vois pas aller sur la plage avec une arme de service. Mais il doit y avoir une réflexion à mener là-dessus, parce qu'effectivement, ce sont quand même les policiers qui sont les plus à même de protéger la population en cas d'attaque terroriste. Une chose que j'avais trouvée intéressante, j'avais beaucoup travaillé sur la police de New York après le 11 septembre, et ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient recruté massivement des policiers de toutes les nationalités parlant 60 langues étrangères, y compris des dialectes difficiles, de façon à pouvoir mieux se rapprocher des communauté, on va le dire, de quartier, et recevoir d'eux les renseignements. Parce que si les policiers ne sont pas formés, et si un jeune, je pense à l'affaire de Theo van Gogh aux Pays-Bas, où le cousin est allé dire la veille à la police qu'il y avait quelque chose de louche qui se passait, et ça n'a pas été reçu, parce qu'a priori, il faisait partie des suspects de la police. Donc il y a toute une formation très importante de la police à revoir aussi, pour qu'elle puisse accepter les renseignements qui viendront de la société civile. Alors on a évoqué les risques d'un excès peut-être de vigilance qui pourrait se traduire, même si globalement certains d'entre vous disent qu'on est plutôt à l'abri de ça, mais voilà, par de la délation, en tout cas, et puis par des dérives et par des bavures. Et puis peut-être est-ce qu'il n'y a pas aussi aujourd'hui le phénomène inverse par rapport au monde du numérique, à Maëlle Guiton, en l'occurrence, c'est-à-dire de se dire, finalement, à partir du moment où on n'accepte peut-être pas complètement de jouer le jeu de cette vigilance, et le jeu de la vigilance sur Internet, c'est aussi d'accepter de fournir des données, de fournir des renseignements. Est-ce que là, on ne devient pas aussi suspect parce qu'on on serait peut-être vu comme un mauvais citoyen ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe et qui est ressenti comme tel ? Disons que... c'est une question compliquée que vous me posez, mais
On voit bien aujourd'hui que quelqu'un qui, pour des raisons personnelles et notamment ne pas exposer sa vie privée en permanence, ferait le choix de ne pas être sur les grands réseaux sociaux ou de ne pas utiliser les services de géants de l'Internet, évidemment peut être considéré comme suspect. Protéger ses communications, ça devient suspect. C'est-à-dire que vouloir aujourd'hui protéger sa vie privée est devenu suspect. C'est quand même, moi je trouve que ça pose quand même énormément question. J'avais quand même envie de rebondir sur ce que disait Sophie Baudy-Gendreau tout à l'heure, parce que je suis aussi frappée qu'on demande justement de la participation citoyenne en matière de sécurité dans une société où il y a quand même un constat de déficit démocratique qui est fait depuis des années, où il y a un taux d'abstention extrêmement élevé, on le voit à chaque élection. Est-ce que ça veut dire que le citoyen n'est mobilisé qu'en cas de crise, alors même qu'on ne trouve pas les moyens de lui donner suffisamment l'impression de s'impliquer dans la vie de la cité? Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un énorme décalage de ce côté-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble assez frappant. Et moi, j'ai le sentiment, pour le coup, c'est encore Yves Trottignon qui écrivait ça dans son article. Décidément. Mais non, mais parce qu'il parle de fuite en avant qui risque de déboucher sur une illusion de sécurité. Il y a quand même toujours quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'à chaque événement dramatique, on va monter d'un cran. Alors, est-ce qu'il va falloir mettre des portiques aujourd'hui dans toutes les gares? Est-ce qu'il va falloir effectivement surveiller toutes les communications sur l'Internet? On n'arrête pas, et sauf que ça ne marche pas. Il me semble que le résultat n'est pas là, donc c'est peut-être pas la bonne stratégie, tout simplement. Nathalie Goulet, les questions de lutte contre le terrorisme sont trop complexes et trop importantes pour faire l'objet de débats beaucoup plus larges et beaucoup plus démocratiques? Non, mais elles font l'objet de beaucoup de débats. Mais si vous voulez, on est dans une société extrêmement écorchée. Beaucoup de débats, quand même, non? Si. Non, mais quand même, il y a quand même des débats. Mais le problème, c'est que les vraies questions ne sont pas posées, que notre société est tellement écorchée. Et la parole politique est tellement désavouée, à plus ou moins juste titre, et en tous les cas n'est pas crédible. Et j'ai parlé 10 fois du lien citoyen, mais je reviens dessus. L'abstention, c'est l'absence du lien citoyen, c'est le fait de ne pas se reconnaître dans la société dans laquelle vous vivez, c'est le fait de ne pas faire confiance aux politiques ni aux institutions. Et tout ça est exactement dans le même niveau. Alors, si vous voulez parler de renseignement, moi, j'ai pas voté la loi sur le renseignement, et je pense que le renseignement est au cœur des dispositifs de lutte antiterroriste, et en même temps, je pense que les dispositifs qui ont été proposés dans la loi sur le renseignement sont attentatoires à nos libertés et ne rendront pas les services voulus. Bon, alors tout à l'heure, je ne sais plus qui a parlé dans votre studio, je suis très pénalisée de ne pas être en face de vous, et je le regrette infiniment. La prochaine fois, je pourrai vous voir et vous interrompre en direct, surtout, parce que là, je piaffe à l'autre bout de la France. Mais simplement un mot. Vous savez... Mera, Koulibaly, Kouachi, Nemouche et les autres ont tous eu une fiche S. Alors tout le monde se dit mais nos services sont incompétents, etc. Oui, mais le fiche S c'est un document de travail, c'est pas un fichier. Et donc au bout de 2 ans, elle est périmée et il faut recommencer. Donc si vous voulez, on a un certain nombre de mesures à prendre qui sont des mesures fortes de coopération et de renseignement. On a aussi des échanges de fichiers qu'il faut mettre en place et on est très hésitant. La CNIL est très hésitante sur ces mesures et donc il y a des mesures de fond à prendre. Et ensuite, il faut dialoguer sur l'organisation de l'islam, dont on ne parle pas assez, on laisse le débat au Front National. Il faut débattre des statistiques ethniques. Vous avez parlé tout à l'heure d'ouvrir le débat sur la possibilité de changer la réglementation en matière de port d'armes à feu. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on ouvre au maximum les débats et que la population et que le citoyen puissent s'en emparer. Ce qui suppose qu'il y ait aussi l'acceptation de ce débat et qu'il puisse y avoir aussi des avis contradictoires. C'est vrai qu'on est quand même confronté à une forme d'unanimisme par rapport à la lutte contre le terrorisme qui ne favorise peut-être pas justement l'adhésion de l'ensemble de la communauté. Un dernier mot, Nicolas Comte? Non, je ne sais pas s'il y a un unanimisme, mais je voulais revenir sur ce qui avait été dit sur le fait qu'aujourd'hui ça ne marchait pas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y aura jamais de terrorisme zéro, comme il n'y avait pas de criminalité zéro. À un moment donné, il fallait faire tomber les chiffres de la délinquance, il fallait quasiment arriver à une délinquance zéro. Donc il n'y aura pas de terrorisme zéro. Donc les services de police et les services de sécurité, leur métier c'est de détecter les apprentis terroristes et de les empêcher de frapper et de les détecter avant qu'ils passent à l'acte. Donc forcément, ils demandent des moyens supplémentaires, mais il n'y aura pas à un moment donné un espèce de Big Brother qui permettra de tout sécuriser. Il ne faut pas être dans cette illusion-là. Par contre, il faut donner effectivement les moyens de travailler. Et moi, je suis persuadé qu'on peut en plus donner les moyens de travailler sans tomber dans une société totalitaire. Et on peut parfaitement être efficace sans
discriminer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on surveille de plus en plus les communications électroniques et on a des gens qui, pour échapper à tout ça, reviennent à des vieilles méthodes et il n'est pas dit que dans quelques temps, on n'en revienne pas aux pigeons voyageurs. Voilà, donc c'est une éternelle guerre entre ceux qui luttent et ceux qui veulent échapper aux services de sécurité et qui vont utiliser à chaque fois des nouveaux moyens. Ce sera la conclusion provisoire à cette discussion. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre, Nicolas Comte, Nathalie Goulet, Sophie Baudy-Gendreau et Amaël Guiton, d'avoir participé à cette émission de reprise, même si vous le savez, du Grain à moudre ne s'est pas arrêté cet été. Je tiens d'ailleurs à remercier Émilie Chaudet, Thomas Baumgartner et leurs équipes pour le Grain à moudre d'été. Cette émission, elle est préparée toute l'année par Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richer, Cyril Lebert, réalisée aujourd'hui par Anne Kobilac. À la prise de son, il y avait Élise Le. Puisque c'est la rentrée, vous savez, il y a les élèves qu'on connaît et puis qui reviennent chaque année, et puis ceux qui sont un petit peu plus nouveaux. Et j'ai le plaisir de dire bonsoir ce soir à une toute nouvelle émission, à deux animateurs qu'on connaît plus ou moins. Mathilde Serrel, Martin Kénéen, mais si on vous connaît bien sûr, c'est Ping Pong et c'est tout de suite.